Alors que l'invité du jour est en train d'arriver sur ce plateau, il est écrivain, philosophe. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Vous publiez demain ce livre, L'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme aux éditions Plomb. Vous y racontez plus que la part d'ombre, souvent l'irréparable, d'un certain nombre de philosophes de gauche du XXe siècle, Ricoeur, Sartre, Beauvoir, Badiou, leur rapport à l'antisémitisme, au maréchal Pétain, à la collaboration. On en parlera bien évidemment, mais vous êtes aussi un observateur attentif de l'actualité, nationale, internationale. On parlera notamment dans un instant de ce qui est tombé il y a quelques instants, 2 jours après la visite du président de la République, Donald Trump, qui vient d'annoncer que les produits européens seraient taxés à hauteur de 25% et qui a expliqué que les garanties de sécurité, c'était bien pour l'Europe, mais qu'il n'y en aurait pas du côté des États-Unis. On en parlera dans un instant. Mais juste avant, pour faire le lien avec le sujet qui était évoqué, cette réunion donc sur l'immigration qui a abouti à ces déclarations du Premier ministre François Bayrou qui souhaite fixer un ultimatum à Alger, 4 à 6 semaines. Soit ils acceptent de récupérer des ressortissants frappés d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, soit il y aura réexamen des accords, notamment le fameux accord de 68. Je vous entends souvent, Michel Onfray, vous êtes très sévère avec le pouvoir actuel, expliquer qu'au fond, il y a une forme d'impuissance des pouvoirs publics, une forme de laxisme généralisé. Là, c'est pas le cas. Là, le pouvoir montre ses muscles face à Alger. Ah, il montre ses muscles, ça oui. Mais il ne s'agit pas de montrer ses muscles, il s'agit d'envoyer des coups. Donc c'est bien de faire le kéké là, en disant si ça continue, ça va continuer. Et si ça continue, ça va pas le faire. Ah bah, quand on dit 4 à 6 semaines avant de Non, prendre des non, non, décisions... non. C'est comme ça, c'est ainsi. Pensez que Trump, il va donner des coups de fil en demandant si les gens sont d'accord pour négocier. Il impose, il dit c'est ainsi. Donc, avec un régime comme celui-ci, avec des gens comme ça, qui fonctionnent comme ça, on ne dit pas qu'on fait des réunions, on ne dit pas qu'à l'issue des réunions, on a décidé qu'on allait dire ça, on ne dit pas qu'on allait demander l'autorisation à l'Algérie de savoir si elle allait donner son accord pour que, etc. C'est pas ce qui est fait, Michel Onfray. Là, François Bayrou, il dit, pendant 4 à 6 semaines, on va soumettre la liste de ceux de ressortissants que vous devriez accueillir, et si ce n'est pas le cas, on remettra en cause des accords de 68 qui sont effectivement favorables aux Algériens. Non, il y a eu assez de choses qui ont été dites et qui ont été faites, ne serait-ce que d'ailleurs la présence de Boualem Sansal en prison, ça devrait suffire. C'est-à-dire qu'il faudrait récuser tout de suite ces accords. Des Boualem Sansal en prison, en disant on ne tolère pas qu'un citoyen franco-algérien puisse être coupable de penser, d'écrire et de réfléchir, et moyennant quoi, voici notre ultimatum. Cette façon de dire il y aura un ultimatum, nous allons vous dire que, etc. Vous voyez Emmanuel Macron qui dit oh mais je dirais à Donald, Donald ceci, Donald cela, etc. La diplomatie c'est pas ça, la politique c'est pas ça. On dit pas on va faire, on va dire, on prend les caméras du monde entier à témoin en disant on va vous expliquer ce qu'on va faire si on ne nous retient pas. Et puis en fait on n'a pas les moyens, on n'a pas la puissance. Ça fait 2 fois que vous évoquez Donald Trump et on en parlera là encore sur ce qu'il vient d'annoncer dans une sorte d'équivalent du Conseil de ministres. Il a réuni ses principaux collaborateurs. C'est un exemple, Donald Trump, en termes de géopolitique, de relations internationales? Non, je fais pas de la morale, je fais de la politique. Quand on fait de la politique, on a des gens qui font de la politique. Je ne vais pas dire, ce sont des gentils. Si vous êtes Mais un c'est pas qu'une gentil... question d'un gentil, c'est qu'on a un président élu qui dit je veux annexer le Groenland, le golfe du Mexique qui s'appelle plus golfe du Mexique, qui s'appelle golfe des États-Unis. Et vous semblez dire qu'au fond, c'est une sorte de petit bréviaire de ce que Emmanuel Macron et François Bayrou devraient faire. Vous dites je semble, mais je ne semble pas. Je dis ce que je dis, pas autre chose, pas autrement. Je dis simplement que Erdogan fait de la politique, que l'Iran fait de la politique, la Chine fait de la politique, l'Europe ne fait pas de politique, et que les États-Unis font de la politique. Après ça, peu importe que ça s'appelle Trump, ça s'appelle Erdogan, je ne sais quoi. C'est pas mon problème. L'Algérie fait de la politique, M. Tebboune en fait, et nous, on n'en fait pas. C'est-à-dire, on est dans des démocraties qui ont peur et qui n'osent pas affirmer leurs valeurs en disant c'est ainsi, ça va se passer. C'est peut-être aussi ce qui fait la différence avec parfois des dérives ou des tendances autoritaires. Vous citez des régimes, l'Algérie, l'alternative, la Turquie d'Erdogan. Pas sûr que ce soit des exemples. Mais l'alternative, c'est pas la décadence ou la dictature. On peut avoir des démocraties fortes. Je renvoie à Jean-François Revel, qui avait beaucoup écrit sur ce sujet, en disant la démocratie, c'est pas la possibilité de tout dire, de tout faire, de laisser dire, de dire que on va pouvoir se faire mépriser, se faire insulter, se faire trimballer en permanence. Non, c'est pas ça la démocratie. On a des valeurs, on y croit, on les impose. Pour ça, faudrait-il encore que la souveraineté signifie quelque chose et que derrière le chef de l'État, il y ait la nation. Mais un chef de l'État qui est élu par défaut, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça fait quand même des années que tout ça est par défaut. Quand il perd des élections, il dit qu'il les gagne. Et donc vous n'avez pas la légitimité, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas crédible. Quand d'ailleurs vous arrivez en disant vous avez vu ce qu'a fait l'intelligence artificielle avec mes cheveux, vous avez vu mes bouclettes, tout ce genre de choses. Vous faites quoi? Vous faites référence au petit montage qu'il a fait au moment du sommet sur l'intelligence artificielle? Oui, qu'il a montré comme étant drôle.
Heureusement qu'on a eu une dame intelligente indienne disant non, c'est pas drôle du tout. Personne n'ose dire que c'est pas drôle. Vous trouvez que comment dire, le pouvoir incarné par Donald Trump est plus conforme à l'idée Je que vous parle pas faites de. d'un... Non, mais parce que et encore une fois, vous dites ça sur Emmanuel Macron, mais une vidéo sur l'intelligence artificielle, en quoi Non, ça non. met en cause une question de crédibilité ou Vous d'éthique? faites semblant de croire que c'est une vidéo sur l'intelligence artificielle. C'est une vidéo narcissique, égotiste, d'un personnage qui parle de ses bigoudis et qui s'en vient nous dire que c'est assez bien fait, qui est assez content de lui, ou ce genre de choses. Qui avait, enfin, Non, pardon, c'est là, pas. là encore, je contextualise, qui était une vidéo qui était faite Non, oui. pour le sommet sur Ah l'intelligence oui. artificielle. Vous avez le droit Ah de pas oui. l'aimer, mais Non, bon. mais vous avez le droit aussi de ne pas la mettre en ligne en disant je l'ai trouvée bien faite. Il y a un moment donné où si vous êtes chef de l'État, quand vous voulez parler de l'intelligence artificielle, vous pouvez dénoncer les dangers de l'intelligence artificielle sans vous mettre en scène peroxydé ou avec des bigoudis. Donc je dis pas il faut préférer Donald Trump. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'un chef d'État, c'est un chef et il y a un État. Là, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de chef, ça ne cheffe pas. Ça dit, ça parle, ça raconte, ça fait des débats, ça fait des rencontres. À l'issue des rencontres, il y a 50 journalistes pour dire qu'on va faire savoir, que ça ne va pas durer, qu'on va faire une proposition. Moi, je peux vous le dire dès à présent ce que l'Algérie va répondre. Ah bon? Bah, évidemment. Et alors? On sait que l'Algérie va dire oh oui, vous nous avez fait peur avec votre rencontre. Bien sûr qu'on accepte, bien sûr qu'ils vont refuser. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ah ben, c'est ce qu'il faut faire depuis un petit moment, je vous le redis. C'est-à-dire quoi? Il faut faire de la politique en disant il y a un certain nombre de... Couper toute relation avec mais faire de la l'Algérie, politique, c'est pas couper toutes les relations. C'est juste dire qu'on a des rapports de force, il y a des choses qu'on faisait, qu'on ne fait plus, qu'on ne fera plus. Donc effectivement, on peut avoir des frontières, on peut contrôler aux frontières. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Rima Hassan, elle n'entre pas en Israël. Quand elle entre, on lui dit vous rentrez chez vous, madame. Formidable, ce sont des choses qu'on peut faire avec des hiérarques, avec des oligarques algériens, avec n'importe qui venant d'Algérie, peut-être même aussi avec des imams. Là, on dit il n'y a aucun problème, il y a des imams récitateurs oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, qui viennent à qui on va faciliter l'entrée en disant il n'y a pas de problème, continue à circuler. Pendant qu'on fait les malins en disant attention, si ça dure comme ça, dans 6 semaines, ça va mal se passer, on continue à faire comme si rien n'avait eu lieu. Boualem Sansal est toujours en prison. Il est toujours en prison. On ne peut pas laisser faire. Ça a été la même chose avec les otages franco-israéliens. On a laissé dire, on a laissé faire. On n'a pas... C'est-à-dire on a laissé faire. Parce que là, pour le coup, je ne vois pas bien la comparaison. Vous ne pensez pas que Boualem Sansal soit un otage? Bien sûr que si. Bon. Il est otage, effectivement, de la dictature Voilà. algérienne. Les autres étaient des otages du Hamas, et là, ils sont otages de la dictature algérienne. Que les pouvoirs publics aient laissé faire... quand on parle des otages israéliens. Je ne vous ai pas écouté tous les jours, mais j'ai pas l'impression que beaucoup a été fait pour qu'on les libère, pour qu'on s'occupe d'eux. Alors évidemment, toujours la diplomatie secrète. Comme elle est secrète, on ne sait pas ce qu'elle est. Comme on ne sait pas ce qu'elle est, on n'est même pas sûr qu'elle ne soit pas. Alors là, pour le coup, je crois que les efforts diplomatiques ont été faits. Sûrement, vainement. Ils ont été faits par les pouvoirs publics français. Vainement. Ils ont été faits également par le gouvernement israélien pour... permettre la libération des otages. Je ne dis pas qu'Israël n'a rien fait. Israéliens. Donc sur la comparaison avec Boualem Sansal, je vois pas bien la comparaison. Rien n'est fait par la France parce que la France ne pèse plus, parce que la voix de la France ne compte plus. Parce que vous avez effectivement des gens dont on se dit effectivement s'ils parlent, quelque chose va être dit. C'est ce qu'on appelle du performatif. Vous dites et ça a lieu. Je vous déclare mari et femme. Ça, c'est du performatif. Là, vous dites nous allons faire ceci, ça va être fait. Là, on ne dit pas si jamais l'Algérie ne nous permet pas de faire ce qu'on aimerait qu'elle puisse faire, alors on va envisager la possibilité d'une... Non, c'est pas faire de la politique, ça. C'est dire qu'éventuellement on pourrait en faire. Sur la situation internationale toujours, et ce que vous dites résonne avec la séquence internationale que l'on a vécue. On a vu lundi Emmanuel Macron dans le bureau ovale sembler obtenir quelques évolutions de la part du président Trump. Et c'est vrai que là, ce que vient de dire Donald Trump semble en quelque sorte commencer à doucher quelques ambitions françaises, puisque Donald Trump dit que les produits européens seront taxés à hauteur de 25%. Il semble par ailleurs dire que les garanties européennes, il y en aura en Ukraine, mais que les États-Unis resteront loin de tout cela. Ce n'est plus un allié, Donald Trump, de la France. Mais ça n'a jamais été un allié. Et il ne faut pas que les chefs d'État soient des alliés. Les chefs d'État, ils doivent défendre les intérêts nationaux du peuple qui les a posés là où ils sont. La souveraineté, c'est ça. Le souverainisme, c'est ça. Je suis toujours étonné qu'on déteste autant le souverainisme, sauf à détester le peuple. Mais le peuple décide d'un homme qui, lui, décide pour un pays. C'est ça, la politique. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas croire que Emmanuel Macron, parce qu'il est reçu dans le bureau de Donald Trump, va être écouté et entendu et cru, qui plus est. Pas du tout. À un moment donné, il dit « Ah, c'est un petit malin », nous dit Trump en parlant de notre chef d'État, en disant « Mais finalement, moi, je ne parle pas français, il a dit des choses, il a menti. » Le lendemain, quand j'ai vu dans la presse, j'ai aperçu que ce n'était pas du tout ce qu'on s'était dit la veille au soir. Et tout le monde a présenté ça
comme une espèce de triomphe. La preuve, il avait osé poser la main sur la cuisse de Donald Trump. Le fait est, Michel Onfray, que Emmanuel Macron était le premier, enfin, en tout cas un leader européen reçu, avant le Premier ministre britannique qui sera demain qui sera demain à la Maison Blanche. Non mais parce que là encore vous dites, non mais vous dites, vous êtes en train vous-même de dire que les droits de douane sont de 25%, oui, non, mais, donc il a été reçu. Oui, mais ce qui est intéressant, Michel Onfray, juste pour amuser la c'est vous dites, je suis étonné pour que des gens qui plaident pour la souveraineté reprochent à d'autres de faire la même chose. Mais là encore, moi, vous êtes patriote, vous, comment dire, chantez les louanges de la France, de la façon dont elle devrait parler au monde et dont, selon vous, elle ne parle plus au monde. C'est un problème d'avoir un pays comme les États-Unis, qui est censé être un allié depuis longtemps, qui prend des mesures aussi hostiles vis-à-vis de l'Europe, et qui, par ailleurs, on parle des produits taxés, il y a aussi la question de la position des États-Unis sur la guerre en Ukraine, et qui peut prendre des mesures qui pourraient aboutir à ce que l'Ukraine soit la grande perdante et qu'une paix soit conclue sur le dos de l'Ukraine. Ça, c'est un problème quand même. Mais évidemment, mais ils font de la politique. On n'en fait plus, c'est tout. Voilà le problème. C'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de marigot, vous dites il faut être gentil, il faut être bon, il faut que tout le monde s'aime, il faut, etc., etc. Vous parlez de démocratie, vous parlez de république, vous en moquez complètement d'ailleurs de la démocratie, vous fermez des chaînes, vous insultez des gens, vous interdisez des gens sur le service public, mais en même temps, vous donnez des leçons de démocratie. Attendez, alors là, on mélange... Non, mais vous allez encore dire que je mélange tout, mais non, non, mais un peu la même chose. Je vous interroge sur comment dire, la guerre en Ukraine et la façon dont les États-Unis risquent de prendre un certain nombre de décisions dont l'Ukraine pâtirait, et vous me répondez, on décide de fermer une chaîne. Je suis en train de vous répondre. Si effectivement, dans ma réponse, vous prélevez quelque chose en disant que ça n'a rien à voir, c'est votre affaire si vous n'auriez pas le rapport. Moi, je vois simplement qu'on ne va pas donner des leçons de démocratie quand on aurait soi-même à en prendre. Donc je dis simplement que oui, Trump fait son métier de chef de l'État. Et oui, d'autres le font. Poutine le fait aussi, etc. Je dis simplement, parlons de l'Ukraine si vous le souhaitez. Moi, j'ai dit dès le départ que cette guerre avait été voulue. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce genre de choses? Qu'on nous a dit d'un seul coup, les caméras s'installent, donc la guerre commence. Ça faisait 10 ans qu'elle existait déjà, cette guerre. Elle est à l'initiative de qui, la guerre? Ah, mais elle était à l'initiative d'un comportement d'un certain nombre d'individus, notamment les Européens. Ah, c'est les Européens, c'est pas la Russie Si je peux finir une phrase avant que vous me jugiez. Je juge pas. Si. Non, je vous arrête dans votre jugement, juste pour vous dire que vous me posez une question, vous ne me permettez pas de répondre et vous êtes déjà en train de juger la réponse que je n'ai pas faite. Donc je réponds à votre question en disant que oui, il y a eu un ensemble de choses, notamment ce que l'Europe a souhaité faire avec les pays de l'Est, notamment ce que Poutine a voulu faire, notamment ce que des individus qui ne sont plus au pouvoir comme M. Hollande ou comme Mme Merkel, vous allez encore me dire que ça n'a rien à voir. Non, pas du tout, c'était ceux qui ont signé les accords de Minsk. Eh bien voilà, qui n'ont pas été respectés. Vous vous souvenez de ça? Vous avez raison, voilà. Donc nous avons... Je réponds à votre question. Mais c'est bien nous avons oui, pour quelle raison? Si vous voulez bien juste comprendre pourquoi les choses ont lieu plutôt que de dire c'est pas bien, c'est pas gentil. C'est pas une question de bien ou gentil. Mais je vous le concède, c'est pas bien de faire la guerre. C'est pas bien. Non, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Il y a juste l'impossibilité pour moi de finir une phrase qui fait que ça devient problématique de pouvoir être jugé sur ce que je n'ai même pas eu le temps d'exprimer. Je vous dis simplement que l'Europe a voulu que l'Ukraine devienne européenne, c'est-à-dire maastrichtienne. Poutine a dit je ne le souhaite pas. Donc il y a un moment donné où il y a eu des accords, ces accords n'ont pas été respectés. Poutine a dit si vous continuez, ça va se régler de manière militaire. L'Europe a dit ça n'aura évidemment pas lieu. Tout le monde a dit sur ces plateaux, y compris le vôtre, que bien sûr ça n'aurait pas lieu. Vous aviez des images satellitaires où vous aviez la totalité des convois militaires qui arrivaient vers l'Ukraine et on disait ça n'aura pas lieu. Comme actuellement d'ailleurs les mêmes qui nous ont dit qu'il n'y aurait pas de paix sont obligés de dire qu'il y a une paix, etc. Donc je dis simplement que si on fait de la géopolitique, si on fait de la géostratégie et pas de la morale moralisatrice et pas de l'idéologie maastrichtienne pour nous expliquer qu'il y a des bons, il y a des méchants. Et que nous avons un chef d'État qui fait partie du camp du bien. Mais entre l'Ukraine et la Russie, il y a un agresseur et un agressé. Entre l'Ukraine et la Russie, il y a un agresseur et un agressé. C'est bien évident. Ah oui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit très précisément que je n'étais pas pour des solutions bellicistes et belliqueuses. Que je fais mon travail de philosophe en vous disant pourquoi est-ce que ça a eu lieu? Ça a eu lieu dans quelles circonstances et dans quelles occasions? On pourrait remonter très en amont avec la chute de l'Empire soviétique. On pourrait remonter à l'époque où Poutine propose une alliance avec l'Europe de l'Ouest, où l'Europe de l'Ouest lui dit allez vous faire voir. Ou à ce moment-là, lui s'en va voir du côté de l'Asie pour faire une Eurasie. Donc ces gens font de la politique. Nous, on n'en fait pas en pensant que tout le monde est gentil et que finalement, on est tellement aimable, puisqu'on est l'Europe. Poutine, il va dire oui tout de suite, il va venir, etc. Non, nous avons affaire à des fauves.
et à des gens qui font leur métier de fauve. Si on n'a pas de fauve Ouais. au pouvoir, juste des gens dont je vous disais tout à l'heure qu'ils prenaient plaisir à eux-mêmes et qui étaient dans des logiques narcissiques, ça fait rire tout le monde. C'est pas, il est pas crédible, Macron. Et Mais pour quelqu'un Trump, trouve, grâce à vos yeux, sur comment dire, sur le plan politique en France ou pas? quelqu'un qui effectivement écouterait les électeurs, quelqu'un qui s'occuperait du référendum, quelqu'un qui dirait j'ai perdu les élections quand il les a perdues, et qui dirait j'en tire les Donc conséquences il y a personne. et je m'en vais. Ah ben, pour l'instant, non. Le personnel politique, ça n'a pas été Giscard, ça n'a pas été Mitterrand, ça n'a pas été tous ces gens qui ont accepté, et Chirac non plus, Mmh. qui ont accepté la cohabitation. Le dernier en date qui dit le peuple m'a posé là, le peuple ne veut plus de moi, je m'en vais, c'était Général de Gaulle. Depuis, il n'y en a pas eu. Et c'est effectivement celui qui trouve grâce à vos yeux. Juste avant de parler de votre livre, un mot encore, Michel Onfray, et là encore je m'adresse aux philosophes, et à la notion de liberté d'expression, puisque je vous ai entendu vous féliciter du discours qu'avait tenu le vice-président américain J.D. Vance à Munich. Dans ce discours, il faisait la leçon aux Européens sur la question de la liberté d'expression, sur la question de l'immigration. Quand on est un couple exécutif, si j'ose dire, vice-président-président, qui est soutenu par Elon Musk, qui manipule les algorithmes sur son réseau social, qui décide, on l'a appris hier, qui désormais pourra, comme journaliste, suivre le président à la Maison-Blanche ou pas. Est-ce qu'on est vraiment le mieux placé pour donner des leçons aux Européens sur la liberté d'expression? J'ai pas la mémoire des chiffres, mais je pense que nous avons reculé, nous, dans le classement international, la France, depuis des années. Donc on a du mal à donner des leçons en disant regardez comment il se comporte, il manipule les algorithmes. Pensez que nous, on manipule pas les algorithmes. Pensez pas Qui que manipule les algorithmes? ceux qui ont intérêt à ce que ce soit manipulé. Mais qui? À chaque fois, Parce que là, il est propriétaire non, de X, oui. à chaque fois que, d'ailleurs, vous avez bien vu qui est propriétaire de la presse en France, à part un ou deux titres, Mm. tout le monde pense à peu près la même chose. Au bout du compte, c'est quand même fort étonnant que des journaux de droite, des journaux de gauche, l'Humanité, le Figaro, Libération, qui représentent théoriquement la liberté d'expression. Vous avez la possibilité d'un éventail, d'une presse qui est largement subventionnée. C'est quand même bizarre, au bout du compte. Quand on est au fin fond de l'entonnoir, on nous invite toujours à voter pour le même candidat. Ah bon? Vous avez le sentiment que Libération et le Figaro appellent à voter pour la même personne? Vous n'avez pas souvenir que tout le monde a appelé à voter Macron? Vous n'avez pas souvenir de ça? Pas dans les mêmes termes. Ah, pas dans les mêmes termes, mais dans la réalité. Les uns disent c'est un candidat formidable, d'autres disent on ne vote pas pour lui, mais on vote contre lui, on vote contre ceux qui sont Vous en trouvez face. vraiment que la liberté d'expression, elle est remise Comment? en cause en France aujourd'hui? Vous trouvez que la liberté d'expression, Mais il y qu'il a- vaut mieux être aux États-Unis qu'en France Je aujourd'hui? n'ai évidemment pas dit ça, je dis juste que vous avez l'impression que nous sommes dans un régime de liberté d'expression, ce qui est faux. Hum. Vous avez aujourd'hui des choses qui peuvent être dites, d'autres qui ne peuvent pas être dites, des gens qui ont accès au service public, des gens qui n'ont pas accès au service public, des gens qui sont interdits de conférences publiques et qu'on n'interdit pas eux, qu'on ne poursuit pas eux, etc. etc. Mais je rêve d'imaginer que vous puissiez penser que les quelques milliardaires qui détiennent la presse puissent aujourd'hui ne les détenir que par Michel amour. Onfray, je ne crois pas que par vous amour vous tenez ce discours. Je ne crois pas que vous soyez particulièrement tricard dans les médias. Or, Non, les je médias parle où du- vous je intervenez sont effectivement... Je vous parle du service public. Oui. Je parle du service public dans lequel on peut être interdit. Et c'est quand même Vous êtes formidable. interdit de service public? Ah ben oui, ça fait des années que je ne vais plus à France Inter, des années que je ne vais plus à France Culture. Vous pensez qu'on est dans un pays de liberté d'expression quand on interdit quelqu'un d'expression? Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Moi je vous le dis, Michel Onfray, que je vous donne vous factuellement. soyez privé de tribune. Juste, je rebondis tout à l'heure Non, sur... je dis pas privé de Ouais, tribune. J'ai dit sur le service public quand il est question de politique. Ah, on a pu me demander à France Inter d'aller parler des huîtres normandes. Là, il y a aucun problème, je fais pas de politique. Donc on pourra dire que Ouais. en 8 ans, effectivement, on m'a entendu parler 3 fois. Mais un mot encore, Michel Onfray, puisque vous avez tout à l'heure cité la fermeture d'une chaîne, dans le cas d'espèce la chaîne C8. Est-ce qu'il s'agit vraiment de liberté d'expression? Puisque là encore, on peut regretter que les 400 salariés se retrouvent au chômage, on peut être opposé par principe au fait qu'une chaîne soit fermée. Mais ce dont il est question, c'est un certain nombre d'obligations qui n'ont pas été respectées. Ça fait 35 blâmes, mise en demeure d'une autorité de régulation, c'est plus de 7 millions d'euros d'amende. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, il s'agit de règles. Quand des règles ne sont pas respectées, on peut les contester. Oui, mais il y a des décisions, quand vous grillez un feu 35 fois ou quand vous faites des excès de vitesse, à la fin vous êtes sanctionné. Oui, j'ai bien compris, mais c'est quand même étonnant que certaines émissions soient écoutées par une dizaine de personnes et d'autres jamais par personne. C'est quand même étonnant que les signalements soient toujours faits avec les mêmes, sur les mêmes sujets, sur les mêmes questions. C'est étonnant aussi qu'on puisse dire 3,5 millions d'euros d'amende. Pourquoi? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on justifie que... Écoutez, je peux vous donner quelques exemples. Non, les 3 millions... Inviter des faux policiers alors qu'ils ne font pas partie d'une unité, débattre de l'opportunité de torturer des responsables des attentats de Moscou. Oui. Vous allez en trouver 35?
Ah oui, oui, je peux vous faire toute la liste si vous voulez. Il y en a 35, mais vous savez, les signalements, vous pouvez les faire dès que vous avez quelqu'un qui a émis l'idée que peut-être il y avait non, mais là, c'est pas un signalement, c'est une mise en demeure. C'est-à-dire que c'est Oui, l'autorité j'entends qui bien, mais décide. quand vous êtes en train de passer la journée à écouter les chaînes pour pouvoir trouver des occasions de dénoncer des gens en disant on les a dénoncés, on les a C'est fait les payer. téléspectateurs qui font des Pardon. signalements. C'est les téléspectateurs qui font des signalements. N'importe quel téléspectateur. Vous en avez fait, vous, déjà, des télé... Non, moi, j'en ai pas fait. Oui, moi non plus. Il y a des gens dont c'est le métier. Moi, je fais l'objet parfois de signalements et je vois bien, ça vient toujours du même endroit. C'est toujours sur les mêmes sujets. C'est toujours avec les mêmes questions. Puis au bout du compte, vous dites, ah, mais vous avez grillé quand même 35 fois les feux. Il faut bien qu'on vous fasse sauter votre permis. Je le connais, l'argumentaire. Je dis simplement que, moi, j'ai vu sur cette chaîne, je regardais pas cette chaîne, mais qu'il y avait deux dames qui s'occupaient des animaux. Vous pensez qu'il faut les punir, ces dames-là? Il y a des gens qui s'occupaient de vieilles voitures ou de courses automobiles. Vous pensez qu'il faut les punir, ces gens-là? Les gens qui font ces émissions? Non, je parlais de la question de la liberté d'expression. Moi, je sais, j'ai été pensionnaire et les punitions collectives, j'ai jamais supporté ça. Quand à 3 heures du matin, vous êtes dehors parce que vous êtes en train de payer les sottises que quelqu'un a pu faire à 3 heures du matin, vous dites c'est pas moi, pas en mon nom. Alors je veux bien, là vous avez parlé de Cyril Hanouna, je vois bien qu'il s'agit de faire exploser Cyril Hanouna. Non, moi c'était juste des exploser. faits. Comme par hasard, c'est l'exemple que vous m'avez donné. Mais je dis simplement que on punit des gens. On punit des gens. Pour être précis. Vous avez parlé des policiers. Des policiers. Voilà. Donc, en fait, tout le monde aura bien compris que les policiers invités, c'était des policiers. D'ailleurs, c'était pas si clair que ça. Mais enfin bon. Ah si, c'était des policiers qui se présentaient comme faisant partie de la Bravem, mais ils n'en faisaient pas partie. Une émission sur les animaux, ça saute. William Lémergie, ça saute, etc., etc. Je dis, mais c'est quoi cette punition collective? Donc, au nom de la liberté d'expression. Je ne pense pas qu'en dehors de chez Orwell, le fait de censurer, ça puisse être le signe de la liberté d'expression. Il y a vraiment que chez Orwell qu'on vous dit, c'est parce qu'on interdit qu'on crée la liberté. C'est parce qu'on fait la guerre qu'on est en train de faire la paix. Et là, c'est parce qu'on ferme des chaînes qu'on respecte la liberté d'expression. On est vraiment dans une société orwellienne. Si c'était le cas, vous ne pourriez pas peut-être tenir ce genre de discours. Non, mais c'est pas. Vous avez, je ne sais pas si vous avez lu Orwell, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des moments où vous êtes interdit de parole, et il y a des moments donnés où on vous donne la parole, mais pour mieux vous interdire la parole. Vous pouvez pas aller au bout d'un argument, vous pouvez pas aller au bout d'une démonstration. Vos phrases sont complètement coupées. Ça aussi, c'est une façon de ne pas respecter la liberté de parole. Laissez le temps de s'exprimer, de développer une pensée. Voilà, vous êtes bien obligé de le faire, parce qu'autrement, vous m'auriez déjà coupé la parole. Et on a du temps. Michel Onfray, je voudrais qu'on parle de votre livre, donc L'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme. Vous décortiquez les écrits de plusieurs auteurs de gauche du XXe siècle en démontrant leur complaisance qui vis-à-vis de l'antisémitisme. Pour certains, clairement, ils sont des antisémites, parfois vis-à-vis du maréchal Pétain, de la collaboration. Comment est-ce que vous expliquez, parce que ce sont des auteurs qui, pour certains, ont toujours pignon sur rue, d'autres ont été, pour le coup, mis de côté, que ces éléments-là soient seulement perçus comme ce qu'on appelle parfois pudiquement une forme de part d'ombre, ou c'est d'ailleurs assez frappant, souvent vous citez des gens qui ont écrit sur eux et qui disent non mais ça représente pas vraiment leur idéologie, ou on peut pas résumer leur œuvre à cela. Bien sûr. Et même, ça n'est pas dans cet esprit-là qu'il faut le penser. Si vous voyez de l'antisémitisme, c'est que vous vous trompez, ça n'a rien à voir, etc. Mais la dialectique, elle permet de casser des briques, comme disaient les maoïstes en leur temps. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. D'abord, on m'interdit aussi de citer ces gens-là. Oui, parce que les ayants droit n'ont pas voulu que vous utilisiez... Les ayants droit de Sartre, de Beauvoir, de Genet et de Foucault ont interdit que nous puissions acheter les citations comme il est de coutume habituellement. Donc, on m'a interdit, pour le coup, de citer des textes en disant... mais les éloges d'Adolf Hitler par Jean Genet, ils sont écrits, on peut dire dans tel bouquin, dans telle page, etc. Donc il y a un certain nombre d'informations qu'il faut cacher. Comme par hasard, ce sont toujours les mêmes qui nous font l'éloge de la fermeture des chaînes télévision. Là, il s'agit d'interdire la parole. Vous y revenez quoi qu'il arrive. Non, mais je dis simplement que vous ne pouvez pas, dans des lieux où la liberté d'expression ne fonctionne pas. La liberté d'expression, c'est la possibilité de dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec des débats contradictoires. Et avec des règles qui limitent cette liberté d'expression jusqu'à l'insulte, la diffamation. La loi, bien sûr. On va pas refaire l'exégèse du procès de Cyril Hanouna, mais qu'a-t-il dit à Louis Boyard? C'est quand même pas le bout du monde non plus. On n'aurait plus accepté non plus. S'il fallait que je porte plainte à chaque fois qu'on m'insulte, je n'arrêterais pas dans les prétoires. Michel Onfray, sur ce livre, moi, ce qui m'a frappé aussi, et c'est intéressant, c'est qu'au fond, vous clouez au pilori ces auteurs, et il y a de quoi, hein, quand on apprend dans le détail. Je veux dire que moi-même, sur certains, j'ai découvert des choses, par exemple sur Paul Ricoeur, et des écrits sur le maréchal Pétain qui sont assez frappants. Quand on regarde votre bibliographie, qui est importante, vous avez tendance à comment dire, dénoncer ceux qui sont parfois perçus comme des idoles, le marquis de Sade, Freud. Est-ce que ça, c'est une sorte de ligne directrice chez vous, de vouloir, je ne sais pas si on peut dire, démythifier, déboulonner des statuts C'est une partie de mon travail. Oui, il y a une démystification qui est faite sur
sur les grands mythes qui sont divers et multiples. Mais j'ai fait 12 volumes d'une contre-histoire de la philosophie où je fais l'éloge d'une cinquantaine de philosophes. On n'en parle pas. Et d'ailleurs, Camus, Malraux sont aussi, comment dire, vous leur tressez les louanges dans le livre en disant que eux, pour le coup, ne sont pas, par exemple, sont pas compromis. Bien sûr. J'ai écrit une dizaine de recueils de poésie. On n'en parle jamais. J'ai fait un livre récemment aux éditions Bouquins sur une esthétique du voyage où il y a une quinzaine de mes livres qui sont consacrés à des voyages. On n'en parle pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous allez chercher les endroits où j'ai touché aux idoles, à Freud, à Sade, etc. Oui, évidemment. C'est souvent les livres qui ont suscité le plus de polémiques et de débats, au sens positif du terme, d'ailleurs. Mais vous n'avez pas invité pour mon livre sur les voyages, vous m'invitez pour celui-ci. Et je ne vous le reproche pas. Je dis que, par exemple, sur la totalité de mes récits, de mes poèmes, je n'ai jamais été invité une seule fois. Sur tous les textes que j'ai pu écrire sur les artistes, j'ai fait aussi un autre volume dans la collection Bouquins à la Fond. J'ai fait une quinzaine de livres sur des artistes dont la plupart sont vivants, sont des contemporains. J'ai fait des éloges de Garouste, enfin certains sont décédés, hélas, depuis que j'ai écrit ces textes, mais on n'en parle jamais non plus. Donc si vous voulez dire, regardez, il est toujours dans la polémique, il est toujours dans l'agressivité, il est toujours négatif. J'ai pas dit agressivité, j'ai dit... à vous, hein. Il est toujours contre, vous pouvez, pardonnez-moi si vous pensez que c'est à vous que je songe, mais je veux dire, de manière générale, ne m'inviter que pour ça, et puis dire, regardez, il est toujours contre. Quand je fais un livre pour Cervantes, Don Quichotte, dans la même collection d'ailleurs que celui qui avait été consacré à Sade, on m'invite pas. Mais on m'invite sur celui qui est consacré à Sade. Donc évidemment, vous finissez, c'est pour ça quand je vous parle de la liberté d'expression, vous finissez par fabriquer une fiction. Et je ne suis pas réductible à la fiction qu'on a fabriquée me concernant. Vous n'êtes pas réductible à cette fiction. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce livre, c'est qu'effectivement, souvent, vous mettez en avant les réactions soit des ayants droit, soit des défenseurs de ceux que vous attaquez. Et la réponse, effectivement, vous en parliez il y a un instant, c'est de dire oui, mais attention, ça, c'est un peu difficile. Et vous, au fond, vous avez cette réponse, vous l'écrivez, quand on est auteur, on doit être pris comme un bloc et on ne peut pas se désolidariser de certains propos qui ont été tenus. Je vous paraphrase, mais c'est en substance ce que vous dites. J'ai essayé de faire le même exercice avec vous en allant relire quelques déclarations qui ont été les vôtres ces dernières années. Et je suis retombé sur cette interview que vous avez donnée au Point en novembre 2015, donc quelques temps après les attentats du 13 novembre, où vous disiez « La France doit cesser sa politique islamophobe » et vous suggériez même une trêve entre l'État islamique et la France pour que, je cite, « son armée dormante sur notre territoire pose les armes ». Si vous aviez lu ça sous la plume d'un des auteurs que vous dénoncez, vous en auriez fait un chapitre, non? Ça représente aussi la pensée de Michel Onfray? Non, ça représente votre façon de procéder, taillée dans un entretien. Ah non, j'invite tous ceux qui le regardent écoutez, c'est moi qui l'ai écrit, le texte. C'est moi qui l'ai écrit, je sais un peu ce que j'ai dit. J'ai dit que la France arrête sa politique islamophobe sur la planète entière et sa politique islamophile à l'intérieur des frontières. C'est pas exactement ce que vous avez... Il fallait une paix entre l'État islamique et la France, une trêve. Non, c'est pas comme ça que ça a été dit. Une trêve entre l'État islamique pour que son armée dormante sur notre territoire pose les armes. On voit la phrase apparaître à l'écran. Bah oui, c'est donc la preuve qu'elle est vraie. J'invite ceux qui nous regardent à aller vérifier. Mais vous pourriez inviter les gens à lire ce que j'ai écrit, ça me paraît plus sûr. Je dis simplement qu'il y avait une dialectique qui était extrêmement simple en disant nous avons massacré 4 ou 5 millions de musulmans sur la planète avec toutes les guerres qui sont celles de l'Irak, qui sont celles de la Libye, qui sont celles, etc. Et donc c'était de cette responsabilité qu'il y a eu les attentats du Bataclan. Je dis, si je puis aller jusqu'au bout sur ce sujet-là, que quand nous avons ce type de politique de manière planétaire, il ne faut pas nous étonner que des gens qui, eux, fassent de la politique, notamment avec des kalachnikovs, puissent en faire sur le territoire français. J'ai pas parlé d'une trêve. Si, vous avez parlé d'une trêve. Enfin, écoutez, j'ai simplement dit que nous récoltions ce que nous avions semé sur ce terrain-là et qu'il faudrait peut-être inverser les perspectives, respecter les peuples musulmans chez eux et faire de telle sorte que les peuples musulmans qui sont en France soient en France dans une logique ce qui est une drôle d'inversion de la responsabilité quelques jours après les attentats du Bataclan. Non, ça c'est vous qui êtes en train de mettre tout ça en perspective. Je veux dire qu'il y avait un tweet qui a été effectivement monté en épingle, parce qu'effectivement, quand on ne pense pas, on s'arrange facilement de 120 signes. Je dis simplement que c'était plus compliqué que ça, et que personne ne parle jamais des populations musulmanes sur la planète qui ont été ravagées depuis une trentaine d'années, et on est en train de dire, il s'est rien passé, on n'a rien fait, c'était fait pour instaurer la liberté en Irak, c'était fait pour instaurer la liberté en Libye, nous voulions instaurer la liberté également en Syrie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'avec la complicité de nombre de chaînes, de nombre d'intellectuels, de nombre de philosophes, on a bombardé ces populations-là, et après on dit respectez-nous et adorez l'Occident. Je dis simplement que si on veut faire de la philosophie et pas de la morale moralisatrice et pas de la politique politicienne, on essaie de savoir pourquoi les attentats ont lieu. Le problème, c'est pas de savoir s'il faut mettre des bougies, des nounours ou des petits cœurs, c'est de se demander pourquoi ces choses-là sont faites et comment elles sont faites. C'est un peu plus compliqué que de prendre 10 sujets, d'en parler comme ça en disant vous avez écrit, vous avez dit dans Le Point, etc., en sortant d'un contexte où
Oui. Oui. Non, mais écoutez, je crois qu'on a eu le temps d'échanger et qu'encore une fois, les uns et les autres se feront leur idée, non seulement de ce que vous pouvez dire sur l'actualité, De et de tout. votre livre. Ne désespérez pas des gens, ils comprennent tout, y compris ce qu'on ne souhaiterait pas qu'ils comprennent. Et de votre livre, l'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme aux éditions Plomb. Et puisqu'il est question de liberté d'expression sur ce plateau, tout le monde quasiment a droit à la parole tant que la loi est respectée. Merci beaucoup, Oui. Michel Onfray, d'être venu nous voir dans Tout le monde veut savoir.